messieurs les amis de la presse, mesdames et messieurs au ministère des Mines et de la Géologie, comme vient de le mentionner le conseiller, le secteur des mines est un des secteurs clés de l'économie nationale. Le secteur des mines est un des secteurs clés de l'économie nationale. Et c'est pour cette raison que le président de la République, le professeur Alpha Condé, dès son élection en 2010, a placé ce secteur au cœur de ses priorités de développement de la Guinée. Cette attention particulière accordée au secteur des mines s'est traduite par des réformes courageuses, ambitieuses, qui ont jalonné le premier mandat du président. Ces réformes ont permis, au cours de ce premier mandat, d'asseoir les bases d'un développement viable du secteur. Après sa réélection dès le premier tour en 2015, le président a mis en place un gouvernement avec comme priorité absolue la relance de l'économie nationale. Cette priorité, au-delà des besoins d'amélioration des conditions de vie des populations, se justifiait aussi à cause de l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'économie du pays. Quand j'ai été nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, mes priorités ont été affirmées autour des défis que connaît le secteur. Et ces priorités clairement affirmées par le président de la République et par le Premier ministre chef du gouvernement s'articulent autour de 5 lignes d'action. La première concerne l'élément fondamental, la base fondamentale du développement du secteur. Il s'agit de l'amélioration du cadre d'investissement. Comme vous le savez, depuis 1985, la Guinée s'est engagée sur la voie du libéralisme économique. Et cette option économique suppose que le développement socio-économique du pays est basé essentiellement, sinon fondamentalement, sur celui du secteur privé. Et pour que le secteur privé prospère, il est nécessaire de créer un environnement propice à l'épanouissement des entreprises privées. La création du cadre d'investissement et d'un cadre propice à l'investissement nécessite un cadre légal et réglementaire clair et incitatif. Et c'est ce qui a été fait lors du premier mandat. Comme vous le savez, il y a un code minier, un nouveau code minier qui a été
adopté en 2011. Le code a été amendé pour aller encore plus loin dans l'incitation à l'investissement en 2013. La transparence constitue aussi une base d'amélioration du cadre d'investissement. C'est pourquoi la Guinée est aujourd'hui l'un des rares pays au monde à publier tous ses contrats miniers en ligne. Il y a eu des avancées notables au cours du premier mandat. Ces avancées ont donc permis de poser les fondations du développement du secteur minier. L'objectif du second mandat du président de la République est d'accélérer la croissance du secteur au profit de toutes les parties prenantes afin que les efforts, les sacrifices du premier mandat puissent se traduire significativement en amélioration des conditions de vie des populations. Pour cela, nous avons, dans le cadre de ce défi d'amélioration du cadre d'investissement, poursuivi et même accéléré les réformes qui ont été engagées au cours du premier mandat. C'est pourquoi la modernisation du cadastre minier pour donner des bases plus propices à l'engagement des investisseurs dans le secteur a été poursuivie. Nous avons, dès notre prise de fonction, opérationnalisé le processus de modernisation du cadastre. Ce processus de modernisation du cadastre doit aboutir dans les prochains mois à l'informatisation du cadastre. L'assainissement de ce cadastre, qui est un préalable, est en phase de finalisation aujourd'hui. Au-delà de la modernisation du cadastre, comme vous le savez, le défi de développement des infrastructures minières est un des défis les plus importants pour le secteur, et en particulier pour les sous-secteurs de la bauxite et du fer. Nous avons donc, au cours de ces 6 premiers mois, accéléré l'opérationnalisation de la politique de mutualisation des infrastructures qui a été adoptée au cours du premier mandat. Cela s'est concrétisé par l'adoption du nouveau système de régulation, du nouveau mécanisme de régulation des infrastructures minières. Nous avons aussi engagé la mise en œuvre d'une initiative qui a été adoptée par le président de la République en concertation avec des partenaires techniques et financiers, initiative portant sur un développement minier responsable du secteur. Le World Economic Forum, AFC, la Banque mondiale, GIZ
et beaucoup d'autres partenaires nous soutiennent dans cette initiative. Comme vous l'avez certainement suivi, nous avons procédé au lancement de ce processus qui se traduit par un dialogue entre les parties prenantes pour que nous aboutissions à une vision partagée du développement du secteur, pour nous assurer que les relations entre les différents acteurs du secteur sont des relations apaisées, constructives et qui créent un environnement propice au développement minier. Nous avons aussi, au niveau de ce premier défi, engagé des actions qui doivent globalement permettre d'accroître significativement l'investissement dans ce secteur. Et comme vous l'avez récemment appris, nous commençons à voir les fruits des efforts fournis. Nous avons aujourd'hui, dans le secteur de la bauxite, des investissements immédiats, c'est-à-dire qui vont se réaliser dans les prochains mois, dans les toutes prochaines années, qui sont de l'ordre de plus de 2 milliards de dollars. Ces investissements vont nous permettre de passer du stade de potentiel, de pays à potentiel important, à un pays qui joue un rôle de premier plan sur le marché de la bauxite. Et cela concourt à l'objectif ultime du développement du secteur, qui est que ce développement bénéficie à toutes les populations guinéennes. Parce que avoir des dizaines de milliards de tonnes de bauxite sous terre n'apporte pas, n'améliore pas les conditions de vie des populations. C'est développer ces milliards de tonnes de bauxite qui permet aux Guinéens d'accéder à des emplois décents et viables, qui permet aux Guinéens de pouvoir enfin bénéficier des retombées du développement du secteur minier. Cela est le fruit de cet engagement de partenaires de divers horizons. Et j'insiste sur cela. Parce qu'il ne s'agit pas que de partenaires du Moyen-Orient, en l'occurrence Mubadala. Il s'agit de partenaires de divers horizons. Des Américains, à travers l'engagement de l'OPIC, de l'agence américaine OPIC, à hauteur de 150 millions de dollars dans le projet d'extension de la CBG. Il s'agit de partenaires multilatéraux, de AFC en particulier, avec un engagement à hauteur de 200 millions de dollars dans le même projet d'extension de la CBG. Il s'agit aussi de partenaires allemands, l'agence UFK, qui s'engage à garantir à hauteur d'environ 300 millions de dollars les emprunts qui seront effectués par la CBG dans le cadre de son projet d'extension auprès de banques commerciales. C'est ce dernier point-là est critique. Parce que les banques commerciales évaluent le risque avec une rigueur sans égal. Les banques commerciales investissent
là où l'investissement est le plus profitable. Elles ont choisi la Guinée. Ça veut dire que, malgré les difficultés que nous avons connues par le passé, le pays est crédible. Investir en Guinée est un bon investissement. Ces montants dont nous parlons ne sont pas juste de simples contrats signés en attente d'approbation. Il s'agit d'investissements, d'engagements concrets sur des projets immédiats. Aussi, comme vous l'avez certainement suivi, nous avons, grâce à l'implication personnelle du président de la République, obtenu des Russes, de nos partenaires russes, la relance de l'usine de Fluvial. Pour qui connaît l'état actuel du marché de l'alumine, c'est une grande prouesse. Cela a été rendu possible grâce à une volonté affirmée du président de la République, grâce à une réponse à cette volonté-là de la part du gouvernement russe, à la personne du président Poutine. Et donc, nous avons, la semaine dernière, procédé au lancement de l'audit, des travaux d'audit de l'usine sur site. Et je peux vous dire que déjà, il y a une centaine d'emplois liés à cet audit-là. C'est juste pour, s'il en était besoin, insister encore sur le caractère concret des projets dont nous parlons. Nous avons aussi signé la convention d'Aluper. Ce projet va aussi entrer dans sa phase de construction dans les tout prochains mois. Comme vous l'avez certainement suivi, nous avons récemment fait un déplacement en Irak. Et ce déplacement s'inscrivait dans le cadre de la relance du projet SPDT, Société des Bourses d'Avolacté. Nous attendons et nous avons eu les assurances des partenaires sur ce point que l'étude de faisabilité de ce projet nous soit soumise au courant de cette année et que nous puissions passer à la phase de financement du projet. Je ne cite que quelques exemples, et vous comprenez très aisément que les fondations posées pour le premier mandat qui ont permis d'assainir le secteur, l'impulsion donnée aux actions dans le secteur au cours des 6 derniers mois ont porté fruit. Une dernière chose peut-être par rapport à l'amélioration du cadre d'investissement. Une chose extrêmement importante pour les investisseurs, il s'agit du guichet unique. Le président de la République, constatant que les investisseurs avaient des difficultés à accéder aux permis d'autorisation, qui constitue un élément important du développement des projets miniers,
a pris au début de l'année 2015 un décret instituant le comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés. L'opérationnalisation de cet acte porte sur le guichet unique. Un secrétariat permanent qui est censé recevoir les demandes de permis et autorisations des projets miniers intégrés, accélérer leur traitement afin de réduire les délais et les coûts de réalisation de ces projets. Nous avons récemment eu l'honneur d'avoir le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'inauguration du siège de ce secrétariat permanent qui est déjà opérationnel. Toutes ces actions que je viens d'énumérer s'inscrivent bien évidemment dans le cadre de la facilitation de l'investissement privé dans le secteur. Lorsque un investisseur choisit de venir en Guinée, prendre le risque d'investir ces fonds, nous nous engageons dans des négociations, nous aboutissons à des accords. Mais un élément critique dans le cadre du développement des projets, c'est le suivi. C'est pour cela que la deuxième priorité, le deuxième objectif prioritaire assigné au département des mines et de la géologie porte sur le contrôle et le suivi. Je tiens à préciser que le contrôle et le suivi n'ont pas pour objectif de retirer des permis. L'objectif, c'est d'accélérer les projets. Notre rôle premier, c'est le développement minier. Les 149 permis qui ont été retirés dans le cadre des activités de contrôle et de suivi sur le terrain l'ont été parce que simplement les engagements pris par les opérateurs dans le cadre du développement des périmètres qui leur ont été affectés n'étaient pas respectés. Retirer 149 permis dans différentes ressources minières crée l'opportunité d'investissement sur 149 périmètres. Donc il ne s'agit pas d'empêcher le développement ou de faire de l'imposition. Il s'agit d'encourager les opérateurs à respecter leurs engagements. C'est dans ce cadre aussi que nous avons évalué le niveau de rapatriement des devises issues des exportations d'or par les comptoirs d'achat d'or. Parce que, comme vous le savez, des facilités ont été accordées aux détenteurs de comptoirs d'or, des facilités fiscales notamment, pour que l'objectif de rapatriement de devises pour soutenir la monnaie nationale soit atteint. Donc, au cours de quelques mois, nous avons évalué l'atteinte des résultats visés dans ce sens. Nous avons découvert que 87 millions de dollars d'exportation d'or n'étaient pas rapatriés
bien que le délai de 45 jours imparti est déjà dépassé. Nous avons donc rappelé simplement à ces opérateurs leur devoir de rapatriement. Nous les avons convoqués, nous avons eu une séance d'échange avec eux pour leur expliquer exactement les actions que nous menions à leur égard et les responsabilités qui leur incombaient. Nous leur avons, compte tenu de certaines contraintes logistiques, nous leur avons accordé un moratoire. Le moratoire expirera à la fin de ce mois-ci. Et à l'expiration de ce moratoire, ayant épuisé, je dirais, tous les recours, un avertissement, un dialogue avec les différents opérateurs, à l'expiration donc de ce moratoire, nous serons dans l'obligation, je dirais, de commencer à prendre les sanctions qui s'imposent. Ces sanctions iront de simple amende, comme cela est prévu par la loi, par la réglementation, à la suspension des licences, jusqu'au retrait des licences. Parce qu'il n'est pas normal, et cela dans un souci d'équité, que certains comptoirs d'or rapatrient les devises en respectant les règles liées à l'opération d'achat d'or, d'achat et d'exportation d'or, et que d'autres ne le fassent pas. Nous sommes donc dans ce processus et les résultats de cette investigation nous ont amené aussi à renforcer et à clarifier l'engagement des opérateurs au moment de l'octroi des licences. Que les opérateurs s'engagent très clairement. Nul n'est censé ignorer la loi, il est vrai, mais que nous rappelions la réglementation chaque fois qu'une licence pour un comptoir d'or est accordée. Donc, nous avons renforcé la procédure dans ce sens. Nous avons aussi, grâce aux leçons tirées des inspections, des missions de contrôle sur le terrain, nous prévoyons aussi de renforcer la procédure d'octroi des permis miniers. La nouvelle procédure mettra beaucoup plus d'accent sur les capacités techniques et financières. Lorsque nous parlons de capacités techniques et financières, on nous demande souvent le risque d'exclusion des Guinéens. Nous allons aussi tenir compte de cet aspect, parce qu'il ne s'agit pas de disposer forcément de capacités techniques et financières propres, on peut aussi avoir des capacités techniques grâce au partenariat de l'opérateur nous. Nous allons donc, parallèlement au processus de modernisation du cadastre, de nettoyage, d'assainissement, je dirais, du cadastre, mettre en place très prochainement une nouvelle procédure qui mettra plus d'accent sur les capacités techniques et financières. Parce qu'il ne sert à rien
d'avoir un stock, disons, de 600 permis ou de 700 permis, avec seulement une vingtaine qui sont effectivement développés. Autant avoir peut-être 200 permis avec une cinquantaine, une centaine qui sont effectivement développés. Parce que le permis lui-même, le titre lui-même, n'est qu'un papier jusqu'à ce que le projet se développe. Donc, pour relever donc ce défi en termes de contrôle et de suivi, nous avons mis en place toutes ces actions dont une partie, bien sûr, a commencé au cours du premier mandat pour poser les progressions. Et nous avons accéléré le pas grâce aux orientations éclairées du président de la République et grâce à l'impulsion nouvelle donnée à l'action gouvernementale par le Premier ministre chef du gouvernement. Suivre et contrôler les projets miniers nécessite d'avoir les capacités pour le faire. Et ce n'est qu'un secret de polichinelle, l'administration d'une manière générale, et l'administration minière en particulier, a besoin de renforcement de capacité. C'est pourquoi ce travail de renforcement de capacité a été placé sur la liste de nos priorités, de nos objectifs prioritaires. Ce travail de renforcement de capacité porte essentiellement sur deux volets, je dirais. Le premier, comme la première ressource dont nous disposons, c'est la ressource humaine. Le premier, donc, c'est le renforcement des capacités humaines. Nous avons, avec l'appui de la Banque africaine de développement, engagé un ambitieux, je dirais, projet de renforcement des capacités d'une valeur d'un budget de 3 millions de dollars qui s'étale sur 18 mois et conscient que le secteur minier n'évolue pas en vase clos, nous avons tenu à inclure tous les ministères partenaires dans ce processus. Et au cours des premiers mois, des tout premiers mois d'exécution de ce programme, nous avons déjà connu la formation de plus de 80 cadres de différents ministères. Le renforcement des capacités pour ce qui concerne les ressources humaines ne peut être efficace que si le cadre institutionnel est cohérent avec les objectifs du secteur. C'est pourquoi, dès le premier mandat, il a été engagé un audit institutionnel du secteur et les recommandations de cet audit institutionnel qui a été réalisé par un cabinet indépendant ont commencé à être mises en œuvre. La première action que nous avons faite après notre prise de fonction, c'est déjà de nous assurer que la structure globale du ministère était en cohérence avec les objectifs du développement du secteur. Cela a permis d'avoir une structure organisationnelle qui a été soumise à la signature, à l'approbation du président de la République et dont le décret a déjà été publié. Aussi, la restructuration
au niveau même des directions, des différentes directions, est un élément, une pièce clé de ce attelage. Parce qu'une chose est de dire, ok, voici les différentes directions, les différents services dont nous disposons, que la description des missions assignées à ces différents services-là soit adaptée, cohérente avec les objectifs du ministère. Mais pour que la machine tourne, il faut restructurer à l'intérieur des directions. Au cours des 6 premiers mois, nous avons donc engagé la restructuration aussi des directions elles-mêmes. Une chose à laquelle nous avons tenu, c'était que cette restructuration ne vienne pas du ministre aux directions, mais que cette restructuration se passe dans une approche inclusive, que les cadres au niveau même des sections puissent être impliqués dans la restructuration. Parce que lorsque une mesure est prise et que un matin le cadre trouve la mesure sur sa table, sans connaître le contexte, sans y avoir participé, il y a un problème d'appropriation. Il y a aussi, et cela aura certainement un impact négatif sur le fonctionnement efficace de la direction. C'est pourquoi nous avons demandé à tous les directeurs de tenir des réunions de concertation à l'intérieur de leur direction, de discuter avec tous les cadres, que des propositions viennent des directions elles-mêmes et que nous passions avec une équipe, bien sûr, une équipe restreinte qui a été mise en place pour appuyer les différentes directions et que les propositions qui sortent de ces directions-là fassent maintenant l'objet d'arbitrage au niveau d'une commission et que moi-même j'ai supervisé. Nous avons fini le travail de fond sur ça, mais comme vous le savez, le ministère était en phase de nomination des cadres au niveau du ministère, et donc il est difficile de faire exécuter aussi une structure adoptée par l'équipe sortante par l'équipe nouvelle. Donc il était important pour nous de finaliser en quelque sorte les projets de restructuration des directions et ensuite les passer aux nouvelles personnes qui ont été nommées pour que nous clôturions le processus, ce qui va être fait dans les toutes prochaines semaines. L'autre aspect du renforcement des capacités porte bien sûr sur l'amélioration des conditions de travail des cadres du ministère. La rénovation du ministère, comme vous le constatez, qui a commencé sous la direction de mon prédécesseur, nous avons poursuivi et même accéléré ce processus-là. Au cours des 6 derniers mois, nous avons pu rendre opérationnel une quarantaine de bureaux pour aérer un peu l'installation des cadres. Nous avons aussi, bien sûr, comme vous l'avez certainement remarqué, connecté tout le bâtiment du ministère des Mines et de la Géologie à Internet, parce que ça peut paraître anecdotique, mais c'est difficile de demander à un cadre d'être productif à un certain niveau sans lui mettre certains moyens à disposition pour améliorer sa productivité. Quand vous envoyez un message à un cadre à 18h et vous attendez un autre 5 minutes après, si le cadre est obligé d'aller dans un cyber dehors avec tous les risques sur la confidentialité que cela suppose et qu'il puisse travailler là-bas, ça devient très compliqué. Donc nous avons essayé d'améliorer les choses dans ce sens aussi.
un des défis auxquels nous sommes sérieusement confrontés, c'est le niveau de connaissance géologique. Aujourd'hui, lorsque nous donnons les permis de recherche aux opérateurs, aux investisseurs, nous sommes complètement aveugles en réalité sur la qualité de ce que la qualité des quantités que nous sommes en train de donner. Donc l'opérateur fait ses recherches et nous présente les résultats. Si nous sommes en mesure d'améliorer notre connaissance des différentes, la qualité et des quantités dont nous disposons, ça va nous permettre d'être plus efficaces dans la promotion minière. C'est pour cela que nous avons, dès notre prise de fonction, engagé les discussions avec les différents partenaires qui avaient déjà réalisé des travaux de recherche en Guinée pour que nous récupérions les données. Et nous avons pu, avec certains partenaires, récupérer les données. Et nous sommes en discussion avec d'autres pour pouvoir affiner la précision des données dont nous disposons. Je dirais que le dernier défi, mais plutôt le plus important, je dirais d'ailleurs, c'est la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Parce que les sociétés viennent investir en Guinée, c'est une très bonne chose, mais que le bénéfice soit partagé est l'objectif final du gouvernement. Et pour cela, nous avons poursuivi la promotion du contenu local. La politique de contenu local est en phase de discussion pour une validation dans les tout prochains mois. Et au-delà même de la politique de contenu local, nous avons une action nouvelle qui est extrêmement importante, c'est d'évaluer, faire une évaluation indépendante des sociétés minières en termes de contenu local. Parce qu'il est peut-être bien d'avoir 10 000 employés, mais si la majorité de ces employés-là ne sont pas guinéens, l'essentiel du bénéfice ne reste pas en Guinée. Les sous-traitants locaux aussi font partie de ce processus-là. Il est vrai que le gouvernement, l'État, doit jouer son rôle en créant un environnement propice à la réalisation du contenu local, parce qu'on ne peut pas aussi exiger d'une entreprise de recruter 90%, je dirais, de Guinéens, si les compétences ne sont pas disponibles. C'est pourquoi nous saluons les actions qui sont entreprises par le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour que nous puissions créer suffisamment de capacités au niveau national pour pouvoir être en mesure de saisir les opportunités au niveau du secteur minier. En termes de contribution à l'économie nationale, il y a aussi la réorganisation de l'artisanat, de l'exploitation artisanale. Nous avons engagé ce processus, nous avons déjà fait des dizaines de consultations à Conakry et sur le terrain. Nous avons identifié les zones que nous voulons parcelliser pour les attribuer à des exploitants artisanaux, et les textes réglementaires sont pratiquement finalisés et actuellement en discussion avec le ministère du Budget pour que dans les tout prochains mois nous puissions réaliser une réorganisation efficace qui permettrait une contribution significative à l'économie nationale. La dernière chose que je voulais signaler porte sur la transformation locale des produits miniers. Notre rôle, toujours pour accroître la valeur au niveau national, est de promouvoir cette transformation locale. Mais comme vous le savez,
un enfant avant de courir doit marcher d'abord. Donc, nous ne pensons pas que la promotion de l'exportation brute des produits est en contradiction avec la volonté de transformation. Nous devons nous assurer dans un premier temps que le secteur minier apporte suffisamment d'emplois, suffisamment de revenus aussi à l'État pour que l'État puisse réinvestir ces revenus-là dans le développement des infrastructures et dans l'amélioration des conditions de vie des populations à travers les investissements dans les secteurs sociaux, sans attendre que la transformation nous donne ces bénéfices-là. Chers invités, je dirais, amis journalistes, voici brièvement brossé ce qui a été les bases, les fondations qui ont été posées au cours du premier mandat du président de la République, les actions qui ont été menées depuis 6 mois maintenant pour accélérer le développement du secteur minier. Et comme vous le remarquez, beaucoup de choses ont été faites. Le chemin a été difficile, mais nous sommes à un tournant. Le tournant auquel nous sommes est celui qui va nous assurer maintenant que le secteur minier va effectivement, significativement jouer son rôle d'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour cet aperçu très clair du secteur minier de notre pays, les réformes engagées par le président de la République lors de son premier mandat avec le résultat de prévu, mais également, depuis votre prise de fonction le 7 janvier, les différentes activités et réformes menées au sein du ministère des Mines et de la Géologie, sous l'autorité du président de la République et de son premier ministre, et comme des suivis et les différents objectifs qui ont été assignés à M. le ministre dans le cadre de sa définition. Il y en a 5. La création d'un cadre propice à l'investissement qui a développé de manière très exhaustive, l'amélioration du suivi des activités minières, l'amélioration de la connaissance de la base des informations géologiques et minières du pays, le renforcement des capacités de l'administration minière, et enfin l'accroissement de l'impact du secteur minier sur l'économie nationale, qui comprenait la base du secteur minier de l'économie nationale, qui est d'environ 20% du PIB et 80% des recettes en débit de l'État. Donc, pour résumer, je dirais que tout ce que le ministre a dit peut se résumer en une. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on est dans une politique d'anticipation pour éviter de subir les fluctuations du marché, d'être réaliste, être flexible afin que notre pays puisse être la destination, comme elle doit être, de tous les investissements miniers dans ce monde. Et quelque chose de très important qu'il a encore évoqué dans son intervention, la garantie qu'offre l'Allemagne dans le cadre des investissements des banques commerciales occidentales. Tout le monde connaît, qui parle du sérieux dans le monde, la référence mondiale, c'est les Allemands. Donc je pense que c'est un message très important qui est envoyé à l'ensemble de la communauté des investisseurs que la Guinée est un pays où il fait bon d'investir. Sinon, une agence de crédit allemande ne peut pas garantir des prêts des banques commerciales occidentales pour des prêts à maturité longue à investir en Guinée. Je pense que c'est un signal très fort, mais également que l'agence américaine d'investissement à l'étranger puisse aussi investir, s'engager, donner l'autorisation par le biais de leur conseil d'administration respectif pour financer des investissements en Guinée. Et enfin, Mouadara, qui également a donné son feu vert pour les investissements dans le cadre du projet GAS et de tous les autres projets qu'il a cités. Je pense que ce résultat
phase de commentaires. Donc, comment le déroulé va se passer? On va prendre par série de 3, à chaque 3 personnes vont s'indiquer pour dire le nom de la presse qu'elle représente, poser des questions, le ministre doit répondre à ces questions pour éviter que certaines questions ne se répètent. Donc je pense que sans plus tarder, on peut passer aux questions. Et je vais commencer par les 3 messieurs qui sont là. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, c'est Golota Raphaël Lama de la radio Soleil FM. Après un discours, j'ai l'impression que vous avez bien peint le tableau. Je voudrais rappeler, monsieur le ministre, que c'est sous vos 6 mois qu'il y a eu le scandale de Sable Mining. Vous n'en avez pas parlé. Deuxièmement, c'est aussi sous votre temps qu'il y a eu l'annonce de Rio Tinto. Vous n'en avez pas parlé. Troisièmement, je voulais que vous abordiez un peu le problème de Quintillien aujourd'hui. C'est vrai que lors d'une de vos visites, ça m'a trouvé en investigation là-bas. Mais il y a un problème que je voulais soulever en termes de politique de sauvegarde de la SFI où la SAC est signataire. Ils n'ont pas respecté ça dans le processus du parc. Je voudrais que vous révéliez sur cette question. Merci. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis camarade Lansana de l'agence Nouvelle. Monsieur le ministre, ma première question est relative au cas de la SPDT, Société de bauxite de Dabla-Tougué. Je voudrais poser cette question en profitant justement de l'occasion de l'arrivée du ministre iranien des Affaires étrangères en Guinée. Certes, vous avez fait cas de la relance de ce dossier, mais je voudrais savoir réellement où est-ce que ce projet se trouve bloqué. Quand on sait que c'est l'une des rares sociétés ou l'un des rares projets qui ont traversé le désert et dont le permis n'a jamais été retiré au profit d'une autre société. Vous le savez plus que moi que ce projet a été arrêté il y a, disons, plus de 10 ans. La seconde question, monsieur le ministre, c'est la déconcentration de vos services. En fait, vous avez parlé de renforcement des capacités au sein du ministère, du contrôle suivi, mais lorsqu'on fait un tour à l'intérieur du pays, on n'a pas l'impression que le ministère des Mines et de la Géologie est proche des sociétés. En fait, dans une préfecture, vous avez du mal à identifier ce service, même les préfectures dotées des ressources minières. La troisième question, monsieur le ministre, le cas de la CBZ. Récemment, nous avons écouté le directeur général de la CBZ qui nous a dit que la CBZ contribue, en tout cas a contribué en 2015 à hauteur de plus de 150 millions de dollars dans les caisses nationales. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, pourquoi la Guinée ne parvient pas à faire coter, ne serait-ce que cette société en bourse, pour bénéficier des retombées, quand on sait que d'autres sociétés ont fait coter en bourse les permis guinéens et ont bénéficié des retombées, monsieur le ministre. Merci. Implémentation du travail Guinée7.com. Deux questions, monsieur le ministre. La première, vous avez rappelé que la semaine dernière, vous étiez à Priya pour lancer l'audit technique de l'usine de Priya en vue de sa réhabilitation. J'avoue que la population a été très enthousiaste pour la venue, elles ont dansé et tout. Mais certains ouvriers sont restés un peu prudents parce qu'il y a eu d'autres engagements avant cela. Alors, quelle est la garantie pour vous que cette promesse va être la bonne et que l'usine va effectivement redémarrer l'année prochaine, en 2017, je crois, en début d'année? Et si le partenaire ne respectait pas ses engagements, est-ce que vous avez un plan B? Ça, c'est ma première question. La seconde, concerne le projet Limba, l'exploitation de Limba pour West African Exploration. Un des prédécesseurs l'a évoqué, mais pas le côté scandale. Moi, ma question, c'est de nous dire à quel niveau se situe ce projet.
parce qu'il était aussi porteur un peu d'espoir parce que dans le sous-secteur de fer. Merci. Je vous remercie. Et concernant ce que vous qualifiez d'affaire sable mining, je pense qu'en fait il faut faire très attention. En tant que journaliste, il est important de passer l'essentiel de ce qui se fait sur les faits. Il y a eu des allégations d'une presse ou d'une organisation, d'une ONG internationale ne peut pas dire que c'est la vérité. Sinon, si on dit, bon, monsieur Intel a fait ceci et que tout le monde a cours pour agir sur cette base, comprenez que nous aurons des problèmes avec l'état de droit dont nous parlons. Lorsqu'il y a des allégations, il faut investiguer pour comprendre et trouver la vérité, distinguer la vérité de tout ce qui est, je vais dire, rumeur ou simple allégation ou des fables, je dirais non. Lorsque cette nouvelle, cette allégation a été faite par une organisation internationale, nous avons immédiatement saisi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, immédiatement, pour ouvrir une enquête et trouver la vérité. C'est comme cela que ça se passe dans un état de droit. Et aujourd'hui, comme vous le savez, séparation entre le pouvoir exécutif et judiciaire, je ne peux pas interférer dans cette procédure. À partir du moment où j'ai saisi le ministre de la Justice, une enquête a été ouverte. Nous allons suivre la suite de l'enquête, nous assurer que la vérité va être dite. Maintenant, on ne peut pas réclamer une chose et son contraire. C'est pour cela qu'il est fondamental que si nous parlons d'état de droit, que cela soit valable dans tous les cas. Pour les journalistes, pour moi-même en tant que ministre, pour n'importe quel Guinéen. Et depuis 2010, le président de la République et le gouvernement successif que nous avons connus ont travaillé ardemment pour que nous nous assurions que la situation des droits de l'homme s'améliore dans ce pays. Donc, autant on doit respecter les droits de journalistes, de n'importe quel citoyen, autant il est important que s'il y a des allégations, que le gouvernement n'aille juste pas, je ne sais pas, attraper ceux contre lesquels les allégations sont faites pour les emprisonner. Donc nous avons fait ce que nous devions faire et l'enquête suit son cours. Et vous serez certainement informé en temps opportun par le biais de la justice. Concernant le Rio Tinto, l'annonce a eu lieu pendant que j'étais là, vous faites référence à la même chose pour ça pour moi-même. Le gouvernement, c'est une continuité. Lorsqu'il y a un événement qui se passe maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est de voir qu'est-ce que le gouvernement fait pour que les intérêts de toutes les parties, et en particulier des populations guinéennes, soient préservées. Il y a eu une annonce faite par le premier responsable d'une société. Nous avons, à l'issue d'une négociation laborieuse, abouti à un accord avec cette société. Et pour nous, la seule chose qui tient,
c'est cet accord, le cadre d'investissement signé avec Simfer, qui inclut Rio Tinto, Sinalco, AFC et le gouvernement et l'État guinéen. Donc pour nous, la seule chose qui tient, ce sont les engagements pris par les partenaires dans le cadre de cet accord. Aucune décision, nous ne prenons aucune décision dans l'intérêt exclusif des Guinéens, parce que nous sommes avec les partenaires. Nous invitons aussi tous les partenaires, chaque partenaire, à ne prendre aucune décision dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires. Parce qu'au-delà des engagements pris dans les accords, il y a la notion de responsabilité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement travaille de façon quasi continue sur ce dossier. Nous nous assurons au jour le jour que les engagements pris dans les accords sont respectés. Pour Indian, c'est lié en quelque sorte à l'exploitation artisanale en partie. Nous sommes en train de réorganiser cela, comme je l'ai expliqué tantôt. Pour ce qui concerne le respect des normes environnementales par une société que vous avez nommée, ce que nous faisons, c'est d'améliorer le suivi et le contrôle des projets miniers. C'est ce que nous faisons. Les normes environnementales et sociales font partie de ce cadre de suivi-là. Nous avons initié des missions périodiques sur le terrain et comme vous le savez, nous avons, il y a certains permis qui ont été retirés pour cette raison-là. Et au niveau de la SAC, dont nous assurons la présidence du conseil d'administration, nous assurons à chaque réunion du conseil que les difficultés auxquelles la société fait face, s'il y a des engagements que nous estimons que la société n'a pas tenu, nous assurons que ces engagements sont respectés. Mais c'est un processus continu. L'état du secteur minier en 2010, je peux vous dire que c'était catastrophique. C'est donc un processus permanent qui a permis au cours du premier mandat de poser les bases, les fondations solides pour le développement du secteur et nous essayons maintenant de bonifier ce qui a été fait au cours du premier mandat pour que nous assurions qu'au fil des années, le développement des projets miniers est assuré de manière efficace. Et c'est dans ce cadre-là que se situent nos activités de contrôle et de suivi de ces projets. La SPDT, vous parlez de blocage. À la date d'aujourd'hui, les équipes sont sur le terrain en train de finaliser l'étude de faisabilité bancaire. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse parler de blocage. Deuxièmement, la question des retraits des permis d'exploitation. Vous devez savoir que chaque permis a son contexte particulier. La décision du gouvernement de retirer un permis doit être basée sur les objectifs de développement du secteur minier au bénéfice des populations et des partenaires. Si, comme vous le suggérez peut-être, ce permis avait été retiré en 2015 au lieu d'être renouvelé, aujourd'hui on n'aurait pas d'espoir que ce projet allait se développer très rapidement. Pour les questions de la déconcentration, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est un déficit au niveau du secteur et lorsque nous avons pris fonction, nous avons effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant, comme je l'ai expliqué, pendant le premier mandat, mais ce n'est pas parfait. Nous avons encore des défis à relever. Et l'un des défis que nous avons à relever, c'est la présence du secteur minier à l'intérieur. Parce que les mines sont à l'intérieur du pays, ce n'est pas normal que l'essentiel de l'administration et de l'activité administrative se trouve à Conakry. C'est pourquoi
dès notre prise de fonction, nous avons engagé un bureau d'études pour pouvoir faire les études et proposer des plans pour qu'on puisse construire, engager la construction pour commencer des directions régionales et préfectorales de Bokeh et de Tanga. Donc les missions sont allées sur le terrain et dans les prochaines semaines, les premières propositions finalisées vont être faites au cadre du ministère et nous allons engager les discussions avec le ministère du budget pour que nous puissions dès 2017 avoir des représentations, des sièges pour ces directions-là à l'intérieur du pays, en l'occurrence à Bokeh et à Kanka. Cela ne tient pas seulement à la présence du secteur minier à l'intérieur du pays. Il y a un besoin de rationalisation de l'affectation des cadres sur toutes les années du territoire national. Envoyé, comme le président le disait lors de sa dernière intervention, il est difficile de demander aux cadres d'aller à l'intérieur du pays, de les inciter à aller à l'intérieur du pays plutôt, si nous ne créons pas les conditions minimales de leur présence là-bas et qu'ils puissent travailler dans des conditions convenables. Et c'est sur cela que nous travaillons. Pour ce qui concerne PUA, nous avons les discussions, les négociations étaient difficiles, mais nous avons abouti à un accord que nous estimons être solide, à des engagements fermes des partenaires. Et lorsqu'on me demande pourquoi vous pensez que cette fois-ci, cette fois est la bonne, il y a deux choses très simples. Premièrement, c'est la première fois qu'il y a un engagement ferme au niveau des deux chefs d'État. Cela est important. La deuxième chose, vous avez vu sur le terrain, il y a plus d'une centaine de Guinéens qui sont déjà en train de travailler. Donc ça c'est du concret et c'est clair. Juste pour préciser, janvier 2017, début 2017, c'est la réhabilitation qui doit commencer à début 2017. Pour le projet West Africa Exploration au niveau du Limba, il y a, comme vous le savez, dans le cadre de projets qui doivent être mis en œuvre par deux États, il y a les contraintes au niveau guinéen, il y a les contraintes aussi au niveau libérien. Lors de la dernière visite de la présidente du Libéria en Guinée, elle était accompagnée du ministre libérien des Mines. Donc nous avons convenu de comment nous allons interagir pour pouvoir accélérer la réalisation de ce projet et nous avons déjà commencé à prendre des dispositions concrètes dans ce sens. Merci, Monsieur le ministre. Et je vous prierai bien peut-être un peu avoir la question vu le nombre d'organes de presse ici représentés. On va essayer de limiter par organe de presse, une question par organe de presse. Mais également pour nous permettre d'être dans la discipline de l'heure. On s'est donné 1h30 pour faire cette conférence de presse. Je pense que c'est important qu'on en tienne compte. Donc, à partir de là, ce moment, c'est une question par organe de presse. Je vous remercie. Salut, président de presse Reuters. Alors, monsieur le ministre, dans un contexte où les méga projets sont affectés par la chute des coûts des matières premières, en tout cas c'est l'argument utilisé par certains. Alors, au niveau du ministère des Mines, qu'est-ce que vous comptez faire pour les entreprises juniors, les entreprises qui en fait pourraient permettre au moins, dans une phase transitoire, d'embaucher
quelques personnes pour ne pas casser la dynamique. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bonjour, moi c'est Djibril Ba, journaliste à la télévision Espace. Alors, j'ai pris connaissance des grandes lignes de votre communication, mais ce que je n'ai pas entendu, c'est cette question sur la candidature de la Guinée pour habiliter un centre mini-africain. Vous savez, monsieur le ministre, à un moment donné, on suivait le processus d'évaluation. Et où en est-on? La deuxième question, ça concerne ce projet d'extension. S'il vous plaît, cette question par organe. D'accord, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Bonjour Monsieur le Ministre, moi c'est Emmanuel Milimono, je suis journaliste à Africa 24. Je voudrais moi revenir rapidement sur l'affaire, enfin, la question liée à Rio Tinto. Vous avez tout à l'heure dit dans une réponse que vous vous tenez au cadre d'investissement que vous avez signé avec eux, mais Rio Tinto quand même annonce à cause du prix des matières premières sur le marché international se mettre en veilleuse le projet. Est-ce que pour autant la Guinée va attendre que la société soit prête pour lancer l'exploitation, même si cela devait attendre jusqu'en 2050, ou est-ce que vous avez prévu autre chose, genre passer le contrat à une autre société? Alors, bonjour Monsieur le Ministre, moi c'est Ounia Kamara de l'agence Bloomberg. Alors récemment, le gouvernement avait évoqué le fait que lors de la SAG était exportée sous le label ghanéen. Aujourd'hui, je voulais savoir, est-ce que la question est résolue avec la signature de la convention amendée avec cette compagnie? Merci. Pour ce qui concerne la promotion des sociétés juniors, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que c'est une priorité pour le ministère. Et comme je l'ai répété lors de certaines interventions, aujourd'hui nous sommes dans une position où nous saisissons toute opportunité d'investissement en Guinée. C'est pour cela que je reçois des sociétés qui ont peut-être des milliards de capitalisation boursière à des sociétés qui ont peut-être juste quelques centaines de millions. Donc ça fait partie de la politique du ministère de promouvoir l'investissement dans le secteur, quelle que soit la taille de l'opérateur. Et c'est pour cela que nous recevons fréquemment des sociétés juniors et très certainement dans les prochains mois, nous allons commencer à promouvoir à l'étranger aussi l'investissement des sociétés juniors dans le secteur. Et comme vous le remarquez, il y en a déjà qui sont présents ici. Pour le Centre africain de développement minier, la Guinée, après l'évaluation de notre candidature, comme vous l'avez certainement appris, la Guinée a été désignée comme candidat de la CEDEAO. Cela était une étape très importante. Et donc nous poursuivons le processus. Il s'agira au niveau de l'Union africaine, il y a 15 États membres qui ratifient les statuts du centre. La Guinée a déjà procédé à la ratification, donc le processus avance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc nous travaillons très sereinement sur ce dossier et il y a eu des progrès notables grâce à l'intervention du président de la République auprès de ses pairs. Nous avons été désignés comme candidat de la CEDEAO et le Mali, à cette occasion-là, s'est désisté en faveur de la Guinée, ce qui est une très bonne nouvelle. Encore concernant la question concernant Rio Tinto, nous prenons l'annonce du directeur général du groupe Rio Tinto très au sérieux.
comme je l'ai dit, ce qui importe pour nous, c'est les engagements qui sont pris par les partenaires dans le cadre du développement du projet. Rio Tinto n'est pas le seul actionnaire de Simfer. Donc nous discutons avec tous les partenaires de Simfer pour que nous puissions ensemble assurer le développement rapide du projet. Il y a des discussions pendant qu'elles se passent qui n'ont pas besoin d'être publiques, donc vous serez informés en temps opportun des évolutions dans ce sens-là. Mais comme le Premier ministre l'a dit au cours d'une de ses interventions, ce n'est pas toujours ce qu'on pense être qu'il est. Donc nous travaillons, nous sommes dotés de toutes les capacités nécessaires, nous nous sommes organisés en conséquence, en interne, nous avons des conseils externes aussi, pour nous assurer que nous anticipons la réalisation effective des intérêts de la Guinée dans le cadre du développement de ce projet. Parce que nous, notre objectif, c'est que le projet se développe le plus rapidement possible pour l'intérêt des populations guinéennes. Et nous devons croire que cela est l'objectif d'autres partenaires aussi au sein de Simfer. Dans tous les cas, nous prenons cette déclaration très au sérieux et nous continuons à prendre des dispositions pour nous assurer qu'un partenaire, un seul des partenaires, ne puisse pas gérer ce projet. Et le gouvernement a, par un passé récent, pris ses responsabilités et le gouvernement prendra toutes ses responsabilités au cas échéant. L'exportation de l'or de la SAC sur le label ghanéen, en réalité, et nous sommes en train de travailler à cela, c'est souvent un problème technique que nous puissions disposer de capacités, notamment en termes de laboratoire ou d'organismes de certification, pour fonctionner en quelque sorte les lingots d'or, que nous puissions avoir cette infrastructure-là pour que l'or, le label soit reconnu sur le plan international, parce qu'il y a des normes au niveau des marchés. Donc nous travaillons à cela, et lors même de notre visite en Iran, nous avons visité certaines installations dans ce cadre-là. Nous travaillons à cela avec notamment les partenaires comme la Banque mondiale, pour que nous puissions nous doter de capacités pour pouvoir être en mesure d'avoir que nos produits soient certifiés au niveau international. Ok, puisqu'il y a des contraintes d'heure, chacun aussi a des engagements, on va prendre la dernière question avant de conclure cette conférence de presse. Merci. Bonjour Monsieur le ministre, c'est Diallo, président de la radio Safari FM. En fait, Monsieur le ministre, je me pose la question de savoir aujourd'hui quelles sont les conditions d'octroi du permis minier, du permis d'exploitation minier en Guinée. Je pense notamment à Atlantic Mining Guinée. Je ne sais pas si vous êtes informé, je pense que cette société son permis a été au fait retiré au profit d'une autre société chinoise, je crois, et elle a eu à mener des études sur le terrain. Et elle a fait toutes les études de prospection. Je crois qu'elle a même rétrocédé une partie à l'État. Que pouvez-vous nous dire sur, en tout cas, sur cette situation? Bonjour Monsieur le ministre, je suis Fadi Mamad du journal Le Diplomate. Vous avez parlé de rénovation, de réforme au niveau de votre département. Je voudrais savoir à combien se chiffre le montant pour la réforme, la rénovation de votre département. Sekouba Savané du journal Nouvelle Élite.
Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que vous avez, si je dis vous, je parle du département bien sûr, est-ce que votre département a évalué les pertes dues à la chute des cours des produits miniers sur le marché mondial? Pour combler d'ailleurs ce manque à gagner, vous avez tout à l'heure évoqué le rapatriement des ressources issues des exportations de l'or. Y a-t-il d'autres mesures? Merci. Moi, c'est Ousmane Tounkara de Radio Espace. Monsieur le ministre, qu'en est-il de la relocalisation et de l'indemnisation des habitants d'Arouane à Kitigna? Les conditions de retrait et d'octroi des permis miniers, des types miniers sont très claires. Je vois que vous êtes très bien informés. Je ne sais pas si c'est la bonne information maintenant que vous avez. Mais ce que je peux vous dire, nous avons retiré 149 permis. À l'issue de visites des directions nationales des mines, de la direction nationale de la géologie, de la direction nationale des mines sur le terrain. Et chaque fois que nous avons eu des doutes, nous avons envoyé une deuxième mission, voire une troisième mission sur le terrain, pour nous assurer que les décisions que nous allons prendre sont des décisions justes et conformes à notre objectif de développement du secteur. C'est dans ce cadre que tous ces permis ont été retirés après une revue juridique à notre niveau. Donc, vous parliez d'un seul permis, j'aurais préféré peut-être que vous parliez des 149 permis, ça m'aurait enlevé certains doutes. Donc, c'est dans ce cadre que cela se fait et le processus continue. La dernière mission qui a été faite sur le terrain nous a amené aussi à envoyer des lettres de mise en demeure à 97 sociétés. Donc il ne s'agit pas d'une action ciblée ponctuelle. Il s'agit d'une action systématique et continue. Je pense que cela est très important. Nous ne pouvons pas, c'est pour cela que j'ai dit tantôt qu'on ne peut pas demander une chose de son contraire. On ne peut pas demander, souhaiter que le secteur minier se développe et en même temps admettre qu'il est normal que les permis soient détenus par des opérateurs qui ne vont pas avancer leur projet sur le terrain. Donc c'est dans ce cadre que tout le travail se fait et personne n'est ciblé, mais tout le monde est concerné. Les mises en demeure, les premières mises en demeure étaient parties, les premiers retraits ont été réalisés sur cette base. Les dernières mises en demeure qui sont parties, certaines sociétés commencent à envoyer la justification sur les éléments des réserves que nous avons formulées sur leur projet. Et ces justifications-là seront examinées de la façon la plus sereine possible et la décision qui va en sortir sera une décision qui sera en faveur du développement minier fondamental. Quand bien écoute la réforme et les investissements qui sont en train d'être réalisés, c'est un processus qui est en cours. Pour cette année budgétaire, il y a 5 milliards de francs guinéens qui ont été budgétisés pour les différentes rénovations. Mais c'est un processus qui est en cours. Et les entreprises, l'entreprise qui est en train de réaliser, qui a réalisé plutôt le guichet unique, le siège du guichet unique, cette entreprise a été recrutée sur la base des procédures habituelles d'appel d'offres. Donc, c'est un processus qui est en cours. C'est au-delà, je pense que la question importante,
c'est peut-être que cela rapporte au secteur minier. Notre présence dans l'amélioration des conditions de travail au niveau central et au niveau des concentrés va nous permettre d'améliorer nos capacités de suivi des projets miniers. Il faut que nous sachions déjà les difficultés auxquelles les projets miniers font face, parce que j'ai tout de suite là annoncé les différents investissements qu'il doit y avoir dans le secteur dans les plus prochains mois. Mais la promesse de décaisser de l'argent, c'est une chose, mais la réalisation des activités sur le terrain en est une autre. C'est pour cela que le défi que nous avons aujourd'hui pour pouvoir recevoir efficacement tous ces plus de 2 milliards dans le secteur, 2 milliards de dollars dans le secteur, c'est de travailler, améliorer notre capacité de suivi de ces projets. Nous avons commencé déjà avec la nouvelle équipe à nous réorganiser pour que nous soyons sûrs que ces projets-là arriveront à bon port. Quelles dispositions nous avons prises par rapport à la chute des prix? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en situation difficile sur le marché international comme ça, les opportunités diminuent. Donc c'est pour cela que je dis que nous sommes mis en position de saisir toute opportunité que nous voyons dans le secteur, et cela concerne aussi les juniors auxquels votre collègue faisait référence. La situation est d'une manière générale difficile, mais la Guinée tire bien son épingle du jeu. Parce que malgré ce qui se passe sur le marché international, tous ces investissements-là sont en train d'être réalisés en Guinée aujourd'hui. La relocalisation de Area One au niveau de la SAC, cette relocalisation se passe très bien. Il y a tous les accords avec les occupants ont été finalisés, comme vous l'avez certainement suivi. Et lors de ma dernière visite à Sydney, je suis allé visiter les bâtiments qui sont déjà en construction, et ce processus-là avance normalement. Je remercie l'ensemble de la presse guinéenne d'avoir accepté d'avoir répondu à cette invitation de le ministre de l'économie. Mais également, je pense que l'ensemble des questions posées ont permis d'apporter des éclairages, des réponses sans tabou, afin que nos concitoyens, parce que la presse est un excellent relais auprès de nos concitoyens pour leur permettre d'avoir des réponses aux différentes questions ou interrogations que les uns et les autres se posent, ou même parfois des fantasmes. En tout cas, je vous remercie, je remercie tout un chacun et chacune pour la justesse des questions, mais également Monsieur le ministre pour les réponses apportées sans tabou. Et enfin, je pourrais vous remercier et donner la parole à Monsieur le ministre pour le mot de la fin, afin que cette conférence de presse puisse prendre fin. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir fait le déplacement d'abord et pour la qualité des questions qui ont été posées ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien à cacher au ministère des Mines et de la Géologie. Il n'y a pas, quand je rentre dans mon bureau, parfois je cherche qui d'autre est dans ce bureau-là, parce qu'avec tout ce que j'entends dehors, mais je peux vous assurer que les équipes sont au travail tous les jours pour développer, assurer le développement des projets miniers. Depuis 2010, vous l'avez remarqué, il y a une volonté politique claire d'améliorer la gouvernance dans le secteur. Des actes concrets ont été posés dans ce sens. Des bases solides ont été posées au cours du premier mandat du président de la République. Nous sommes à un tournant, comme je l'ai dit tantôt. Ce tournant-là consistera à ce que nous commencions à significativement reporter les bénéfices des efforts qui ont été fournis au cours du premier mandat et au cours des 6
premiers mois ici. Nous avons, pendant ces 6 mois, essayé de faire avancer les choses, d'améliorer ce qui se faisait déjà bien avant, et cela nous a permis d'avoir des résultats concrets. Vous voyez un peu les pratiques qui vous sont présentées ici. Ce sont les perspectives du développement du secteur dans les toutes prochaines années. Certaines choses sont très remarquables. La première, regardez la bauxite. Nous sommes en train de passer de moins de 20 millions de tonnes avant l'arrivée de la première élection du président de la République à 60 à 80 millions de tonnes à l'horizon 2020. Et ça, c'est des projets concrets. Les revenus, vous voyez la croissance. Nous avons le potentiel aujourd'hui, avec les projets qui se développent, nous avons le potentiel aujourd'hui de cumuler les revenus directs du secteur minier au profit de l'État dans les 5 prochaines années. Le potentiel de création d'emplois des projets dont je vous ai parlé au départ est de plus de 10 000 emplois directs et indirectement à l'horizon 2020. Ça, je parle de nouveaux emplois. Vous voyez, en termes d'investissement, nous serons probablement au-delà de 2 milliards de dollars d'investissement. Tout cela n'est pas basé sur juste quelques signatures qu'il y a eu. C'est des projets qui sont en maturité aujourd'hui, des projets qui ont, pour la plupart, bénéficié déjà de toutes les approbations nécessaires pour que l'investissement se fasse. Certains de ces projets sont déjà actifs sur le terrain. Aujourd'hui, le projet d'extraction de la CPG a déjà commencé sur le terrain. Il est donc important que nous ayons cela à l'esprit. Nous sommes à un tournant important de notre développement. Nous sommes à un tournant important du développement du secteur. L'État, grâce aux orientations, à la vision et aux orientations du président de la République depuis 2010, grâce à la nouvelle impulsion qui a été donnée à l'action gouvernementale par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'État a pris les dispositions pour être prêt à faire avancer ces projets. Il y a encore des défis. Nous devons continuer à suivre très étroitement la mise en œuvre de ces projets d'État. Mais aujourd'hui, les réformes dans le secteur en termes de renforcement de capacités, beaucoup d'autres réformes aussi ont été engagées. Mais il y a une condition pour que nous puissions atteindre ces objectifs. La condition, c'est la paix. Et la réalisation de cette condition-là incombe à chacun d'entre nous. Il ne faut pas que nous voyions le secteur minier comme étant un monde à part. Comme je vous l'ai dit, nos portes sont ouvertes, il n'y a rien à cacher. Le travail de chacun de ces cadres que vous voyez assis ici se fait au profit des populations guinéennes. En toute compréhension des contraintes des partenaires, mais au profit des populations guinéennes. Chacun d'entre nous, en tant que journaliste, chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour que ces projets se réalisent. Nous avons, depuis l'indépendance, eu la promesse du secteur minier. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir les bénéfices concrets du secteur minier. Nous comptons donc sur la responsabilité de tous les acteurs que nous sommes, que vous êtes,
dans le secteur pour que ces investissements-là puissent se réaliser au bénéfice de tout le monde, de chacun d'entre nous. Je vous remercie.